Bonsoir Monsieur le Dazen. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir sur le plateau de Bonsoir le Gard. À mes côtés, Coralie Mollaret pour vous interroger. Je vais lui donner tout de suite la parole. Elle va vous poser la première question. Bonsoir Monsieur Maheu. Bonsoir. Alors vous êtes notre nouveau Dazen dans le Gard et parmi l'un de vos premiers chantiers, il y a bien sûr la nouvelle carte scolaire. Alors dites-nous, malheureusement, combien de classes allez-vous fermer ? Effectivement, nous avons une carte scolaire qui est très ambitieuse pour le département du Gard, mais comme pour tous les départements de notre pays, parce que, comme vous le savez, le ministre Jean-Michel Blanquer a, depuis le début de son mandat, souhaité donner la priorité à l'enseignement à l'école élémentaire. Et de ce fait, depuis donc bien avant mon arrivée, par en particulier Laurent Noé, mon prédécesseur, nous avons déjà procédé à un certain nombre de décisions qui sont très fortes, puisque nous avons dédoublé, ce que l'on appelle dédoubler les classes de CP et de CE1 pour favoriser l'accès au savoir écrire, lire et compter. Donc nous avons dédoublé ces classes pour les mettre à hauteur de 12 élèves par classe. Et dans tout le département du Gard. Dans tout le département et en éducation prioritaire, donc dans ce que l'on appelle les réseaux REP et les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, donc REP+. Et la carte scolaire 2021 va également permettre de prolonger ces dédoublements en direction des grandes sections de maternelle, ce qui fait que nous aurons en éducation prioritaire, dans la tranche d'âge de 5 à 7 ans, sur grande section CP-CE1, l'ensemble des classes qui pourront être dédoublées et donc offrir des conditions d'apprentissage évidemment beaucoup plus favorables à l'ensemble des élèves dans ces territoires. Et ça, c'est pour les bonnes nouvelles. C'est une excellente nouvelle qui se met en place sur le long terme, puisque ce sont des opérations qui sont reconduites année après année depuis, encore une fois, 2017. Et puis en ce qui concerne donc les écoles hors éducation prioritaire, nous mettons en place également ce que l'on appelle le plafonnement des classes à 24 élèves. Donc là aussi, en grande section, en CP et en CE1. Donc vous voyez, on cible vraiment, à la demande du ministre, une catégorie d'âge parmi les plus jeunes. Alors on sait, parce que c'est extrêmement bien documenté maintenant par le savoir académique, comme on dit. C'est souvent déterminant. C'est à cet âge-là, voilà, entre 5 et 7 ans, que se construit la réussite d'un parcours scolaire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, comme on dit, mettre vraiment le maximum d'efforts pour faire en sorte que les conditions d'apprentissage soient les plus favorables. Alors pour compléter avec les bonnes nouvelles, pour tous ces dédoublements et ce plafonnement, vous avez décidé d'embaucher 20 personnes supplémentaires. C'est bien ça? Alors, pour oui, le Gard. c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que la carte scolaire, c'est d'abord une décision prise par l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi de finances qui donne au ministre un certain nombre de moyens que le ministre ensuite déploie auprès des recteurs d'académie, donc Sophie Béjean pour la région académique Occitanie et l'Académie de Montpellier, qui ensuite elle-même répartit les emplois en fonction de l'évolution démographique, des ambitions que l'on vient en partie de décliner. Donc pour le département du Gard, nous allons avoir 20 emplois supplémentaires, avec là aussi quelque chose qu'il faut, me semble-t-il, relever, c'est que la démographie des plus jeunes élèves de notre pays connaît une décroissance depuis maintenant plusieurs années. Elle va se continuer à la rentrée scolaire 2021. Dans le département du Gard, nous allons avoir 750 à élèves. peu près 750 élèves en prévision. Mais en général, nos calculateurs, comme on dit, sont assez précis. Donc le différentiel entre les prévisions et les constats de septembre sont assez rapprochés. Et on a en tête effectivement 750 élèves de moins à la rentrée scolaire. Ce qui veut dire que si on avait eu une application un peu mécanique, un peu froide de l'adéquation des postes en fonction de la démographie, j'aurais dû prendre la décision de retirer et de proposer à la rectrice de retirer du département du Gard entre 25 et 30 emplois. D'accord. En fonction de cette démographie qui nous est défavorable. Et on est donc vraiment à l'inverse, puisque au contraire, nous avons 20 emplois supplémentaires avec cette volonté forte de décliner, donc je viens de vous l'indiquer, les deux grandes priorités qui sont un peu centrales sur le dédoublement et le plafonnement, mais on a aussi deux autres priorités sur lesquelles nous sommes engagés dans le cadre de cette carte scolaire. À la fois l'accompagnement du métier de directeur d'école, qui est de plus en plus complexe, et on l'a vu lors de l'apparition de la crise sanitaire depuis maintenant pratiquement un an. Ils ont du mal à concilier leur activité administrative et l'éducation. On augmente encore une fois ce que l'on appelle dans notre jargon les décharges de direction, en fonction de la taille des écoles. On va donc accompagner de manière encore plus forte ce métier qui est encore une fois de plus en plus complexe
et appelle à cet accompagnement. Et puis la dernière priorité, ou la quatrième si l'on veut, c'est bien évidemment, là aussi c'est une continuité, l'école inclusive, donc la capacité qu'a l'école depuis maintenant plusieurs années d'accueillir ce que moi j'ai l'habitude d'appeler la différence. Voilà, nous avons des enfants qui sont différents dans leurs ressources, dans leurs points d'appui, mais également dans leurs points faibles, ce qu'on appelle le handicap sous une autre appellation. Moi, je préfère le mot de différence. Et donc là aussi, nous faisons un très gros effort pour déployer ce que l'on appelle l'école inclusive. Alors, vous expliquez, monsieur le Dazen, qu'effectivement, cette carte scolaire, elle était ambitieuse. Il y a des moyens supplémentaires pour le territoire du Gard qui vont finalement à l'encontre, pourquoi pas, de la démographie. À la fois, pourquoi ça proteste ici et là dans certaines communes où il y a déjà eu des manifestations? Je pense par exemple à samedi à Saint-Géniès. Alors, oui, alors c'est vrai que la carte scolaire, c'est un exercice qui dans notre pays revient tous les ans et qui pendant quelques jours, voire même quelques semaines, provoque toujours ou très souvent, peut-être même trop souvent, ces effets un peu dramatiques. Où nous avons des contestations qui surviennent. C'est légitime. Oui, moi je suis bien évidemment, on ne peut être qu'à l'écoute des inquiétudes que nous formulent les maires, les parents d'élèves parfois, également les enseignants. Parce que quelquefois une fermeture de classe, ça peut être synonyme d'une fermeture d'école, surtout pour des écoles intercommunales où il y a très peu d'enfants. Alors disons que ce qui est un peu irrationnel, c'est un peu une des caractéristiques de notre pays, c'est que bien évidemment l'école a vocation à s'adapter. Parce que par définition, les enfants qui la rejoignent tous les jours, année après année, sont eux-mêmes différents. Donc les enseignants sont des personnels qui ont cette capacité d'adaptation permanente à répondre à des enfants qui ont des besoins différents. Voilà. Et en l'occurrence, sur l'opération dite de carte scolaire, ce sont des réajustements qui doivent prendre en compte les évolutions démographiques. À l'intérieur d'un département, nous avons des populations qui se déplacent, qui arrivent, qui déménagent. Voilà, ça fait partie de la vie quotidienne et c'est de manière tout à fait naturelle. Mais est-ce que dans la nuance, quand même, on peut imaginer que la fermeture d'une école dans un village, c'est finalement la fin aussi de certains services publics et c'est probablement aussi la mort de ce village? Moi, je suis évidemment extrêmement attaché au fait que l'ensemble du territoire, quelles que soient ses singularités, nous avons des grandes villes, des territoires que l'on qualifie aujourd'hui de rural, donc il faut bien évidemment pour l'inspecteur d'académie veiller à ce que j'appelle faire systématiquement le grand écart. Voilà, parce qu'il y a partout des besoins d'accompagnement, des élèves qui sont précarisés, qui sont en difficulté. Voilà. Après, c'est vrai que moi j'échange bien évidemment avec les maires, en particulier les maires dits des communes rurales. Et lorsque je les ai au téléphone, voilà, je vais bientôt les recevoir à leur demande. Et il y en a plusieurs, je crois qu'il y a la maire de Roquemort, il y a dans les Cévennes. Bien sûr. Mais concrètement, vous avez quelques chiffres, parce que vous nous en avez annoncé beaucoup de bonnes nouvelles, mais combien de fermetures de classes à peu près dans le Gard? Je ne vais pas vous communiquer ces chiffres-là aujourd'hui parce qu'ils sont encore en cours de finalisation. Donc les décisions, elles sont vraiment là où on est au cœur de ce qu'on appelle la carte scolaire. Et je réserve. Enfin, la carte scolaire, elle doit être prête normalement le 16 mars. Donc voilà, vous devez à peu près avoir une idée. Dans quelques jours, donc le 16 mars, le CDEN qui sera présidé par notre préfète qui vient de prendre ses fonctions. Mais non pas que je ne veuille pas vous donner de chiffres, mais bien évidemment, ces situations-là sont encore regardées, examinées avec les inspecteurs de circonscription qui continuent à reprendre contact avec les maires, avec les. Est-ce que ce soir, vous pouvez au moins nous dire que les fermetures de classes n'auront pas de conséquences sur une fermeture d'école? Alors oui, ça c'est quand même l'impératif. Voilà, moi je tiens absolument à ce que si l'on avait à prendre une décision de fermeture d'école, c'est pas à l'initiative de l'inspecteur d'académie, c'est parce que le maire, je pense en particulier à un des maires du département à qui j'ai rendu visite il y a pas très longtemps, le maire de Bagnols-sur-Cèze, voilà, qui a un vrai projet de restructuration de l'ensemble de son réseau scolaire sur la commune de Bagnols. Et bien évidemment, je me suis déplacé pour l'accompagner et regarder exactement comment il souhaitait procéder. Voilà, mais c'est à l'initiative du maire que cette décision-là a été prise. Surtout pas à celle de l'éducation nationale. On avance parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. On est déjà dans la dernière partie pratiquement de l'interview. Coralie, on dit un mot sur le futur lycée de Sommières. Lycée de Sommières avec la commune de Calvisson. Les élèves de Calvisson ne pourront pas y aller. Alors comment vous pouvez l'expliquer aux parents? Surtout parce que la commune a mis notamment la main à la poche pour financer ce lycée.
pourquoi déjà les élèves sont exclus et comment vous l'expliquez aux parents? Ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on ait vraiment un regard un peu distant, parce que bien évidemment la sectorisation d'un nouveau lycée appelle à ce que entre le conseil régional et l'éducation nationale, donc le rectorat, nous ayons conduit un certain nombre d'entretiens avec les familles, avec les maires des communes qui seront dites sectorisées dans le nouveau lycée de Sommières. Mais en même temps, nous savons toutes et tous que cette question de l'orientation au lycée, elle se pose à la fin du collège, et que nous ne sommes absolument pas certains que tous les élèves d'une commune rejoindront le lycée de Sommières, parce qu'il faut quand même d'abord et avant tout être à l'écoute du projet de formation de ces élèves sortant de collège. Et on a donc dans le département, mais Sommières est quand même à la frontière proche du département de l'Hérault. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons la chance d'avoir un tissu de lycées extrêmement dense dans un petit territoire, qui va permettre à chaque collégien scolarisé à proximité de ces lycées et du futur lycée de Sommières de pouvoir accéder à une offre de formation qui est quand même très particulièrement dense. Mais aujourd'hui, pour les habitants de Calvisson, pour le maire de Calvisson, est-ce qu'ils pourront aller dans ce lycée ou pas? Reste sectorisé sur le lycée Albert Camus de Nîmes, mais la réalité, la vraie vie, comme on dit, ne peut pas être encadrée par des décisions un peu administratives. C'est-à-dire que les enfants qui voudront rejoindre la partie professionnelle, puisque le lycée de Sommières va être un lycée polyvalent. Donc on aura à la fois une offre d'enseignement général et professionnel, et certains collégiens, mais alors aujourd'hui, vous voyez bien que je suis incapable de vous dire combien et lesquels, souhaiteront peut-être rejoindre le bac professionnel que nous allons ouvrir, puisque ce bac professionnel est vraiment est résolument inscrit dans les métiers de demain, puisque c'est un bac qui va être tourné vers l'assainissement, le traitement des déchets, voilà, voilà. Et on sait bien qu'aujourd'hui les jeunes en particulier sont extrêmement attirés par tout ce qui touche à l'écologie, à l'énergie verte, voilà. Donc on ouvre une nouvelle formation. Ce que je retiens moi, c'est que le lycée de Sommières va avoir une identité très forte. Ce qui va venir compléter, on parlait du lycée Albert Camus, enfin je parlais du lycée Albert Camus, qui a déjà lui-même une offre très identifiée par les familles, puisque nous avons un pôle d'enseignement de langue vivante assez étoffé, et nous accueillons aussi, avec Madame le proviseur, des sportifs de haut niveau, voilà, qui à Camus trouvent une réponse dans le double accompagnement scolaire et sportif. Voilà. Donc vous voyez, finalement, l'idée c'est peut-être de travailler sur des lycées très proches les uns des autres géographiquement, avec des identités différentes, pour que évidemment les familles et les enfants de notre territoire trouvent une réponse par rapport à ces identités qui sont de plus en plus affirmées et affichées. On voulait vous poser une question ce soir, bien évidemment, sur le monde éducatif qui a été marqué cette année par le meurtre du professeur Samuel Paty. Il y a quelques jours, une polémique à nouveau à Sciences Po Grenoble a ravivé les questions autour de l'enseignement, de l'éducation, des religions, pardon. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que dans le Gard, il y a eu déjà, à ce stade, des épisodes de ce type, comme on a pu en entendre parler ici ou là en France? Alors, heureusement, nous n'avons pas été traversés par ce type de problématique telle que vous venez de la relever pour Sciences Po Grenoble. Pour autant, Madame la rectrice a installé à ses côtés on va dire un groupe de réflexion académique qui associe donc les corps d'inspection pédagogique, les chefs d'établissement, les conseillers techniques, que nous avons appelé pôle valeur. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est surtout important, c'est que l'école soit le vecteur de l'éclairage dans le grand principe de l'humanité, des humanités, qu'on soit vraiment en capacité d'enseigner le fait religieux. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de religions qui existent dans notre environnement. Voilà. Elles ont toutes le droit d'exister, oui, mais il y a des professeurs aujourd'hui en France qui disent qu'il n'est pas possible d'enseigner la religion dans leur classe. Est-ce que vous avez également des cas dans le Gard? Alors, vu sous cet angle-là, évidemment, nous avons pris acte depuis plusieurs années, mais en particulier depuis l'événement que vous releviez lié à l'assassinat de Samuel Paty, avec l'appui
on va dire, extrêmement fort du procureur de la République, des deux procureurs de la République d'ailleurs, puisque celui de Nîmes et celui d'Alès, pour qu'on ait systématiquement, dès lors qu'un enseignant se sent en danger, la possibilité d'apporter une réponse pénale en direction des personnes qui s'en prendraient à quelqu'un qui représente l'autorité publique. Un enseignant ne fait pas le choix lui-même personnellement d'enseigner ou telle chose. Il s'inscrit dans les valeurs de la République. Il y a un certain nombre de programmes et de savoirs que l'école doit pouvoir proposer aux familles. Et c'est à ce titre-là que nous avons pris la décision, et avec une veille permanente. Je regarde mon directeur de cabinet, parce que c'est lui qui suit ça particulièrement à mes côtés, de protéger toutes les personnes qui pourraient être remises en cause dans l'exercice de leur mission. Allez, quelques questions rapides pour finir, parce que le temps nous est compté. Si vous pouvez être précis et concis comme un bon élève, ça serait... Je vais essayer d'être un bon élève. Super. D'ailleurs, alors, pendant le confinement, on a vu que le confinement accroissait les inégalités, puisqu'on n'a pas tous les mêmes chances selon l'endroit où on vit, où on habite. Est-ce que vous le constatez aujourd'hui dans la reprise des cours ? Et si oui, comment vous faites pour combler ces inégalités qui ont eu lieu pendant le confinement ? Alors, effectivement, je ne peux que vous rejoindre sur le fait que la crise sanitaire n'a pas créé d'inégalités. Elle les a plutôt amplifiées, elles existaient malheureusement bien avant, et on revient donc aux opérations dites de carte scolaire. Oui, parce avec le dédoublement. Voilà, il y a, si vous voulez, deux pieds en termes de réflexion. Il y a ce qu'on pourrait appeler les conditions d'enseignement, donc mettre des adultes, les enseignants bien évidemment, mais il y a aussi les personnels des collectivités territoriales qui sont associés à cette démarche éducative, et puis les conditions d'apprentissage. Donc résolument, la carte scolaire 2021 à ce regard, ce parti pris en quelque sorte du point de vue des élèves, des avec enfants, pour leur donner le plus possible de facilité dans leurs apprentissages. Et on dit un mot très rapide sur le lancement cette semaine des tests salivaires. Comment, concrètement, ça va se mettre en œuvre dans les écoles du Gard ? Alors, c'est en cours d'activation. Nous travaillons depuis maintenant plusieurs jours au déploiement de ces tests salivaires qui viennent compléter ce que l'on appelle les tests antigéniques que nous avons déjà déployés dans les collèges et les lycées du département depuis plusieurs semaines, et qui vont nous permettre d'avoir régulièrement, par l'intermédiaire d'un réseau qu'on a qualifié de sentinelle, donc avec d'ores et déjà 18 écoles qui se sont engagées à tester tous les 15 jours l'ensemble des élèves dont les parents le souhaiteront, ainsi que les personnels d'ailleurs, pour qu'on ait vraiment un suivi de la situation épidémiologique de manière très régulière et très fine. Le but, ce n'est pas de tester pour tester, c'est surtout de faire en sorte que les écoles et les établissements scolaires du département restent ouverts, avec donc le testing rapide via ces tests dits salivaires. Qui se font en 24 heures, c'est ça ? Voilà, exactement. On peut aller jusqu'à un retour en 24 heures. D'ailleurs, on ira aussi progressivement vers ce qu'on appelle de l'auto-test, c'est-à-dire que les personnes pourront se tester progressivement toutes seules, de manière à ce que très vite, on puisse identifier les cas dits positifs, les cas contacts avec la CPAM, et qu'on isole ces personnes de manière à ce que l'école reste ouverte ou le collège reste ouvert en ayant toutes les protections nécessaires. Merci beaucoup, Monsieur Dazen, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.